Bonjour Mathilde Panot, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Nathalie Saint-Cric de France Télévisions et Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour. D'abord les images, les photos qui vous ont marqué cette semaine. On commence avec vous Mathilde Panot. Vous avez choisi la photo d'un jeune enfant gazaoui mutilé par la guerre, le pied amputé. Oui, notamment parce que cette semaine, le secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'il y avait maintenant à Gaza le plus grand nombre d'enfants amputés par nombre d'habitants. Et je rappelle que les victimes de l'armée de l'extrême droite de Netanyahou, pour les enfants, ont en moyenne 5 ans. Et ça va avec un rapport qui a été sorti cette semaine par Amnesty International, qui a fait un gros travail, puisque c'est un rapport de 300 pages, qui montre que ce que fait Netanyahou actuellement à Gaza est bien constitutif d'un génocide au sens de la Convention de 1948, qui est définie par des actes visant à détruire tout ou une partie d'un groupe. Et ils ont montré que sur les 5 actes constitutifs du génocide, 3 étaient caractérisés. Je rappelle qu'il en suffit d'un pour que ça soit caractérisé de génocide. Et donc, Amnesty International montre ainsi que ce n'est pas une opinion, mais une caractérisation juridique et que les États ont obligation de prévenir et de punir le génocide. Et je me permets juste très rapidement un point qui, à mon avis, devrait faire la une de toutes les chaînes d'information. Hier, dans la manifestation pour les droits des Palestiniens et pour la paix qui s'est tenue à Paris, un homme est venu, a arraché une pancarte d'une manifestante, a sorti un pistolet menaçant ainsi les manifestants pour la paix. Et je crois que c'est gravissime, que si c'était arrivé dans n'importe quelle manifestation, évidemment, on en parlerait beaucoup, et qu'il faut, et je crois, alerter sur le fait que tous ceux qui mettent des cibles dans le dos des voix pour la paix et pour le droit international sont responsables si ça finit mal, parce que ça pourrait très mal finir, et je suis inquiète de cela. Mathilde Panot, ce qui fait la une ce matin de l'actualité internationale et surtout au Proche-Orient, c'est aussi ce qui se passe en Syrie, la prise de Damas par les rebelles menés par le groupe islamiste HTS, la fuite de Bachar al-Assad, on ne sait pas où il est à l'heure actuelle, la chute de ce régime en place depuis plus de 50 ans, la libération aussi de centaines de détenus, notamment de la terrible prison de Sennaia. La France vient de réagir par la voix du Quai d'Orsay, salue la chute de Bachar al-Assad, et vous, ce matin, vous en dites quoi? Oui, bien sûr, la Syrie sort de 14 années de guerre civile avec l'entêtement d'un homme qui a voulu absolument garder le pouvoir, Bachar el-Assad, qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sur son propre peuple et qui doit donc être traduit devant la justice internationale. Mais je dois dire que, et l'ONU va d'ailleurs dans ce sens, que je suis assez inquiète de voir que ce sont des groupes djihadistes qui ont repris le pouvoir en Syrie, et que je crois que la paix ne dépend ni d'un despote. Les Kurdes font aussi partie. Alors, je vais y venir tout de rebelle. suite, ni d'un despote, ni de ces groupes djihadistes, mais qu'il faut impérativement aider et soutenir nos alliés kurdes qui ont combattu pour l'humanité tout entière contre Daesh, et qui pourraient être la base justement de la paix et d'une solution démocratique avec un confédéralisme laïque et démocratique que porte le peuple kurde depuis longtemps, et qui d'ailleurs permettent à ce moment aux civils qui ont fui par dizaines de milliers de pouvoir se réfugier justement dans le nord de la Syrie. Est-ce que ça affaiblit le Hezbollah? Est-ce que ça change les équilibres au Proche-Orient? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la situation possible? En tout cas, ce qui est évident, c'est que nous sommes déjà dans une région qui est à feu et à sang. Et donc, le fait que la Syrie elle-même se retrouve encore plus déstabilisée que ce qu'elle n'était avant pose évidemment des questions et des inquiétudes. Et donc, je le redis, il faut impérativement soutenir les Kurdes du nord de la Syrie, du Rojava, notamment contre les milices qui sont aidées par Erdogan et la Turquie. Une question, parce qu'il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une conférence, parlait de la situation et de ces rebelles, et il voyait vraiment la main des Américains derrière. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que c'est pas tout simplement aujourd'hui la volonté du peuple syrien de renverser le régime autocratique? Écoutez, ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous ne sommes pas naïfs et que nous voyons bien qu'en Syrie, il y a des ingérences étrangères très fortes. Ce que nous souhaitons pour le peuple syrien, c'est qu'il puisse vivre en dignité et surtout pouvoir retrouver un chemin démocratique pour la Syrie. C'est ce qui est en jeu actuellement. Et je crois que nous sommes sur une situation qui est à la fois un soulagement et une joie, notamment pour les millions de personnes syriennes qui ont dû s'enfuir du pays, et qui provoque aussi de fortes inquiétudes sur ce que sera le devenir de la Syrie. Donc encore une fois, il faut aider les Kurdes. Mais il n'y a pas que les Kurdes. Et
En clair, est-ce qu'il faut se réjouir de la chute d'un tyran, comme un certain nombre de pays ont félicité, ont émis une espèce d'espoir en fonction du renversement du régime, ou est-ce qu'il faut surtout s'inquiéter? Quelle est votre vision globale? C'est juste de l'inquiétude? Non, je me réjouis de la chute d'un tyran dont je redis qu'il doit être maintenant traduit devant la justice internationale, mais ça ne m'empêche pas de dire, Madame Saint-Cric, et c'est ce que dit aussi l'ONU ce matin même, que nous sommes inquiets de la suite de ce qui se passera avec des djihadistes repentis, comme ils sont en train de le dire, et que donc il faut pour cela s'appuyer. Pourquoi je dis les Kurdes? Parce que les Kurdes, dans une région où il y a des religions différentes, des cultures, des ethnies différentes, les Kurdes ont réussi à faire un projet démocratique, écologiste, féministe, laïque, ce qui est pratiquement inédit aux alentours. Et qu'il y a une tentative d'Erdogan depuis maintenant plusieurs années, très forte, de casser ce qui se passe au Rojava et le régime autonome qu'il y a au Rojava, et que je crois, nous devons être aux côtés de nos alliés kurdes qui permettent d'entrevoir une voie pour la paix et justement un retour à la démocratie. Deuxième chose, juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, en 2015, Jean-Luc Mélenchon disait dans une interview faite à Public Sénat, il interpellait même la journaliste en disant: est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut faire une guerre sans qu'il y ait des morts de civils? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui ne s'applique qu'à 2015, ou est-ce que vous pouvez comprendre, je fais référence à votre photo du petit garçon amputé, non pas pour la justifier, c'est intolérable et les exactions sont intolérables, mais est-ce que finalement il ne faut pas reconnaître qu'il peut y avoir dans toutes les guerres non pas des dommages collatéraux, mais des morts de civils, comme le disait Jean-Luc Mélenchon en 2015. Vous savez, Madame Saint-Cric, il y a ce qu'on appelle un droit de la guerre. Ça peut paraître bizarre pour des gens qui nous écoutent, mais dans la guerre, il y a aussi des règles qui s'appliquent et qui ont été faites par la justice internationale. En 40, il y en avait assez. Il y a une différence entre une guerre et un génocide. Et le génocide, je vous citais tout à l'heure la Convention de 1948, le génocide doit être immédiatement prévenu et puni par tous les États signataires de la Convention de 1948. Donc évidemment, par exemple, si vous prenez ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, on parle de 1 million sur les 3 années de guerre, 1 million de morts et de blessés, côté ukrainien surtout, et côté russe. Donc évidemment que les guerres font des morts et que c'est pour ça que nous portons la voie de la paix. Oui. Mais tout le monde porte la voie de la paix, il n'y a personne qui dit la voie de la guerre. Lorsque par exemple la France dit, encore récemment, je vais reparler de M. Netanyahou, lorsque la Cour pénale internationale prend des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et que la France dit il y a une immunité pour M. Netanyahou, en faisant cela, non seulement elle se déshonore, elle affaiblit le droit international et en quelque sorte elle envoie un signal aux criminels de guerre partout dans le monde sur le fait qu'il suffirait de sortir de la Cour pénale internationale, d'être membre non parti pour pouvoir être en quelque sorte en impunité totale. La France ne peut pas faire ça et il faut justement renforcer le droit international. C'est ce que nous disons. Allez, on va passer à la deuxième image de la semaine. C'est votre photo, Nathalie, en marge de la cérémonie hier à Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron qui reçoit à l'Élysée Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Absolument, c'est juste une petite image probablement d'espoir. C'est la première fois qu'on pouvait, depuis que Donald Trump a été élu et pas encore intronisé. Alors, c'est plus organisé que spontané. On se doutait bien que cette rencontre avait été malignement organisée par Emmanuel Macron, mais de ce qui en est sorti, à la fois des fructueux, des positifs, et un appel au cessez-le-feu Donald Trump, on peut se dire que peut-être les choses vont avancer. Je rajoute à ça l'image que peut-être tout le monde n'a pas vue, c'est quand Volodymyr Zelensky est rentré dans Notre-Dame, il y a eu un tonnerre d'applaudissements, les gens se sont levés, et que ça a dû peut-être un peu alléger la situation complexe dans laquelle il est aujourd'hui, avec un risque de moindre vente ou de don d'armes et de munitions pour qu'il puisse se défendre face aux Russes. Mathilde Panot, vous partagez cet optimisme? Faut être pour la paix. Comment? On ne peut pas ne pas être pour la paix. Oui, bien sûr. Alors nous disons depuis longtemps qu'il faut un règlement diplomatique à la guerre en violation du droit international que mène Vladimir Poutine. Donc j'espère que nous allons avancer vers un règlement politique. Après, je note juste, c'est pas pour faire une polémique, mais quand même, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Bon, vous avez Donald Trump qui n'est pas encore le président en exercice. Et je note que de plus en plus apparaît au grand jour les accointances
alliances d'Emmanuel Macron qui m'inquiètent, moi, avec l'extrême droite à l'international, que ce soit le déjeuner qu'il avait organisé en juillet avec Elon Musk, que ce soit Javier Milei, avec lequel, le président argentin d'extrême droite, avec lequel il affiche souvent des proximités. On se rappelle notamment du t-shirt de sa campagne avec lequel il avait fait une photo. Et voilà. Mais bon, en tout cas, nous sommes favorables à un règlement politique, diplomatique. Tout est bon à prendre, en l'occurrence, non ? Je pense que sur cette question-là, oui, il faut impérativement faire cesser le nombre de morts et faire cesser la guerre évidemment en respectant la souveraineté ukrainienne. On termine avec votre image, Françoise. Avec vous, on est à l'Assemblée mercredi. C'est Marine Le Pen qui défend à la tribune son choix de voter la censure. Oui, absolument. Et Marine Le Pen qui, au fond, a réussi son coup, en tout cas sur le moment. Elle avait fait pression sur Michel Barnier, obtenu des concessions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et finalement, elle décide sa chute. Elle le fait tomber. Après, c'est quand même notre motion qui a été votée, pas celle de Marine Le Pen. Après, ce qui est plus compliqué pour elle, c'est de gérer l'après. C'est-à-dire, comment justifier qu'elle signe la même motion de censure que la gauche qui s'en prend ouvertement à sa politique, notamment à sa politique migratoire. Deuxièmement... Elle l'a votée, pas signée, c'est juste pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent. Elle avait sa propre motion. Françoise, on vous écoute. Deuxièmement, comment justifier ce qu'elle a fait auprès de l'électorat, les Républicains et de la droite qu'elle courtise ? 66% se disent contre cette chute. Donc, elle a essayé un peu de rectifier le tir dans le Figaro samedi, en disant au fond, non, je voulais pas faire chuter Barnier, c'est contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça allait pas, j'ai pas été entendue, bon. Après, elle essaye de dire, non, moi je demande pas comme Mélenchon la chute d'Emmanuel Macron, je continuerai à négocier, je continuerai à essayer de faire en sorte que les textes se... Mais en fait, ce qui semble aujourd'hui, c'est qu'elle a du mal à justifier et la rupture et la respectabilité, et qu'en plus elle risque de moins compter à l'avenir, parce que si ce qui se dessine, c'est au fond une sorte de pacte de non-censure entre un certain nombre de forces politiques, c'est pour essayer de la neutraliser. Donc il y a eu un effet Blatz important, ça c'est vrai qu'elle a sans doute réussi son coup sur le moment, mais que l'après-censure va être beaucoup plus difficile à gérer pour elle. Maintenant, je vois bien qu'il n'y a pas de majorité absolue et qu'il faut bien, à un moment, venir arracher un certain nombre de décisions en échange de compromis et de concessions réciproques. Donc c'est la raison pour laquelle je suis prêt à entrer en discussion. Ça ne veut pas dire que je suis prêt à dire que je suis devenu macroniste. Je ne suis pas macroniste et ne compte pas le devenir. Pour l'instant, comme on ne peut pas avancer, il faut bien qu'on trouve une solution, parce qu'on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt pendant des mois, parce que on a des entreprises, on a des salariés, on a des EHPAD, des hôpitaux, tout ça, ça doit tourner. Et on ne peut pas dire on arrête tout et on joue la politique du pire. C'était Olivier Faure vendredi matin sur France Info. Mathilde Panot, demain les écologistes, les communistes, les socialistes ont rendez-vous à l'Élysée. Vous aussi, vous étiez conviés. Pourquoi vous n'y allez pas ? Nous n'y allons pas parce que la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron souhaite nous voir, c'est pour discuter de la formation éventuelle d'une coalition gouvernementale, d'un accord de non-censure, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, et que nous ne croyons pas une seule seconde qu'il est possible de gouverner avec ceux contre lesquels nous avons été élus. Et nous ne braderons pas notre programme, nous ne trahirons pas nos électeurs et nos électrices pour des postes. J'explique pourquoi. Il n'y a aucun compromis possible avec la politique économique d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous avons encore montré dans les discussions du budget. De même, il n'y a aucun compromis possible avec un pouvoir qui refuse de revenir sur la réforme de la retraite à 64 ans, passée en force contre l'ensemble du peuple, l'ensemble des syndicats et même la représentation nationale. C'est ce qui s'est passé dans notre niche parlementaire la semaine dernière, où par une obstruction gouvernementale et des macronistes, ils ont empêché que nous allions au vote alors que nous étions majoritaires sur cette question. Et je vais même aller un peu plus loin. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait de faire alliance, par exemple, avec des gens comme M. Retailleau, qui ne cesse d'insulter nos compatriotes de français de papier, qui était une expression utilisée sous Vichy, qui parle des belles heures de la colonisation et qui parle de régression ethnique en parlant des jeunes des quartiers populaires. Donc, nous ne voulons pas faire semblant qu'il est possible de continuer une politique macroniste qui a pourtant été battue 3 fois dans les urnes. Mais vous n'êtes pas majoritaire, vous, LFI.
LFI à l'Assemblée nationale. Non, vous ne l'êtes pas. Tout à fait. Mais alors donc, comment vous sortez de cette situation? Alors, comment ça se passe dans n'importe quelle démocratie? Lorsque vous avez des majorités relatives, ce qui est notre cas. Je rappelle que ce qui était aussi le cas entre 2022 et 2024, puisque les macronistes avaient perdu leur majorité absolue. Que se passe-t-il généralement? Vous nommez la personnalité qui est proposée par une coalition qui s'est présentée ensemble aux élections sur un programme de rupture, et ensuite, cette personne-là a la charge de faire le gouvernement. Je rappelle que le président doit juste, normalement, nommer le premier ou la première ministre et pas faire le gouvernement lui-même. Mais bon, passons. Et ensuite, nous allons, avec le programme du nouveau Front populaire, devant l'Assemblée nationale, trouver des majorités texte par texte. C'est ce que nous ne cessons de dire. Et je vais vous dire, nous avons fait adopter 159 amendements pendant le budget, qui montrent qu'il y a des possibilités de majorité. C'est la situation de juin-juillet. Aujourd'hui, on voit bien que... Ah non, ça, le budget, c'est maintenant. On voit bien aujourd'hui que les socialistes sont plus du tout sur cette longueur. Mais écoutez, je peux vous lire quelque chose que Olivier Faure disait il y a 3 mois. Juste. Et juste là, il dit, vous jouez la politique du pire, c'est ce qu'il vous dit en fait. Qu'est-ce que vous lui répondez, Olivier Faure? Mais pas du tout. Je vous lis ce que disait Olivier Faure il y a 3 mois. C'était à Blois. Il disait, si Emmanuel Macron, vous appelle les uns et les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour le SMIC, ce qui n'est même pas proposé cette fois-ci. Mais bon, la seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays, que désormais, à nouveau, avec ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes... Il y a 3 mois... Attendez, juste, je termine ça. Sera à nouveau la majorité et que c'est à eux de gouverner. Voilà ce que nous n'accepterons jamais. Voilà ce que disait Olivier Faure, que j'invite à réinviter, à écouter l'Olivier Faure d'il y a 3 mois. 3 mois se sont passés justement, il s'est passé des choses, et on voit bien ces derniers jours comment ça s'est déroulé. On a l'impression que c'est Marine Le Pen finalement qui détenait ou pas la décision de faire tomber le gouvernement, et peut-être ça peut inviter à minima, à réfléchir sur comment on sort de cette ornière pour que ça ne recommence pas dans les mois suivants. Au contraire, ceux qui commettent la faute politique et morale, c'est ceux qui ont décidé de se mettre dans la main de l'extrême droite, comme l'a fait le gouvernement Barnier, notamment avec les annonces qui ont été faites sur l'aide médicale d'État, sur la question d'une nouvelle loi immigration en janvier, etc. Je vais vous dire, s'il y a une grande coalition, comme on dit, quelle est l'alternative politique qui reste aux gens qui ne sont pas d'accord et qui l'ont exprimé massivement dans les urnes dans les 3 dernières élections? Quelle est l'alternative politique qui reste? Eh bien, c'est justement l'extrême droite. Et nous ne jouerons pas à ce jeu dangereux. Donc nous serons fidèles à notre programme et à la promesse faite aux électeurs. Même s'il s'agit d'un accord temporaire, même si c'est quelque chose de évidemment, nous ne sommes pas d'accord pour laisser la politique macroniste continuer. Je vais vous dire, on nous demande si on est capable de faire des compromis. Mais quels compromis ont-ils fait? Les 159 amendements adoptés à majorité de l'Assemblée, ils en ont repris un seul? Non, aucun. Donc, il n'y a pas de compromis possible avec une politique macroniste qui continuerait. Vous dites en gros ce qu'a dit Manuel Bompard, et c'est pas étonnant que Olivier Faure changeait d'avis, disait le tout et son contraire dans une interview publiée il y a 2 jours. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête, vous, mais surtout le LFI, à faire des compromis avec Olivier Faure? Et qu'est-ce que vous le soupçonnez de quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir dans la stratégie du Parti socialiste, de certains, des phrases de Boris Vallaud en disant pour moi, je vois que il y a une volonté claire du pouvoir de fracturer le nouveau Front populaire. Ils veulent fracturer l'adversaire qu'ils ont en face. Ça, on a compris depuis le début, mais de leur côté, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je soupçonne, ce que je vois en fait dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de s'aventurer hors du nouveau Front populaire. Et que j'en suis très inquiète. Et que je les appelle à revenir à une raison, c'est-à-dire au serment que nous avions fait en 2023 pour faire tout pour l'abrogation de la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas abroger la réforme de la retraite à 64 ans? Quel bout est-ce que Olivier Faure pourrait négocier de la réforme de la retraite à 64 ans? Comprendre si on voit dans les journaux le NFP au bord de l'implosion, on voit ça se passe mal entre Olivier Faure et... Aujourd'hui, vous parlez, vous dites quoi? Vous les menacez en disant si c'est ça, législative, municipale, vous verrez de quel bois on se chauffe? C'est juste que je veux savoir où on en est. En fait, je ne menace pas, je dis juste faites attention à ne pas trahir le programme et les promesses qui ont été faites devant les électeurs et les électrices. Voilà ce que nous disons aujourd'hui au Parti socialiste. Quant aux discussions qui pourraient avoir lieu, il se trouve que nous avons une semaine où nous avons eu
la censure du gouvernement de M. Barnier, et que la semaine prochaine, comme d'habitude, nous nous verrons à l'Assemblée pour discuter. Jusqu'où le Parti socialiste ne doit pas aller trop loin? Si par exemple il ne participe pas au gouvernement, mais qu'il y a une sorte de pacte de non-censure pour éviter que Marine Le Pen fasse la pluie et le beau temps au Parlement, est-ce que vous dites trahison ou est-ce que vous dites on comprend? Écoutez, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, alors que 27 sondages donnaient tous sans exception l'extrême droite en tête. Et pourquoi est-ce que les gens ont été votés pour le nouveau Front populaire? D'abord pour priver l'extrême droite du pouvoir, c'est vrai, pour un programme de gouvernement qui est un programme de rupture avec la Macronie. Vous savez qu'il a été bricolé en 2 jours avec plein de points qui sont flous. Non, il n'a pas été bricolé. Vous savez, il vient notamment de notre programme aussi, que nous avons travaillé pendant des années et des années avec les associations. Mais donc il n'est pas bricolé. Avec vous, enfin. Non, je veux juste dire, je trouve ça incroyable, qu'on trouve étonnant qu'on veuille juste respecter notre programme. Oui, mais le problème, c'est que pour respecter votre programme, vous avez besoin d'avoir au moins l'accord de la droite. Et la droite dit... Mais nous, vous savez, on ne soutiendra pas, c'est-à-dire on fera tomber un gouvernement dans lequel il y a du LFI. Oui, mais c'est peut-être ça, c'est la réalité. Vous pouvez appeler à la responsabilité. Pourquoi est-ce que vous avez des macronistes qui sont d'accord pour gouverner de fait avec l'extrême droite, ce qu'ils ont fait avec M. Barnier, et qui ne seraient pas capables juste de dire « bon, nous ne censurons pas un gouvernement du nouveau Front populaire ». C'est eux qu'il faut appeler à la responsabilité. Et je vais vous dire, je trouve ça très grave qu'on soit dans un moment en France où on ne respecte plus le résultat des élections. Je vais vous lire ce que vos confrères et consoeurs de la presse étrangère disent de ce qui se passe actuellement en France suite à la censure du gouvernement Barnier. En Suisse, on parle de Emmanuel Macron comme du saboteur de la Ve République. En Italie, on parle du plus narcissique des présidents français qui ne croit toujours pas à la possibilité d'une défaite alors qu'il a sous les yeux. Mais on fait quoi aux États-Unis, on parle dans la presse de la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. Voilà ce qu'on dit. Enfin, en matière de démocratie, le fonctionnement des LFI n'est pas forcément absolument admirable. Et vous savez très bien que l'image de Mélenchon dans l'opinion n'est pas si belle. Oui, c'est quoi votre candidat? Je suis quand même heureuse que vous le disiez vous-même de votre propre bouche que Jean-Luc Mélenchon de nouveau est un problème plutôt que vous l'écriviez sur un petit papier. Non mais vous savez, attendez, c'était simplement une question qui me venait à l'idée que je posais à Anne-Sophie Lavie. Vous pouvez continuer avec ça. J'en ai posé sur Sarah Knafo, j'ai fait ça. Simplement, il y a quelqu'un qui par malveillance a fait sortir celui-là. Quel est le Premier ministre que vous proposez? Eh bien, nous proposons toujours Lucie Casté, et nous ne faisons pas semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste n'en veut plus et que, du coup, à coup de censure tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est évident qu'Emmanuel Macron ne tiendra pas jusqu'en 2027. Et que ce que nous disons, c'est que face à un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat des urnes, qui est le problème originel de ce que nous sommes en train de voir, qui a décidé d'une dissolution sur demande de l'extrême droite, pour clarifier la situation politique et qui refuse aujourd'hui de reconnaître le suffrage universel. Si, l'extrême droite le demandait publiquement. Jordan Bardella plusieurs fois a dit que c'était une solution. Nous disons, qu'il faut aujourd'hui que Emmanuel Macron parte pour que nous puissions revenir aux urnes. Justement, j'aimerais écouter Emmanuel Macron. Il s'exprimait jeudi une allocution. Il répondait justement à ces demandes de démission. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Nous avons devant nous 30 mois. 30 mois jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. 30 mois pour que le gouvernement puisse agir. Il n'a pas l'air décidé à démissionner, Emmanuel Macron. Enfin, vous savez, Emmanuel Macron, la veille de la censure du gouvernement Barnier, disait que cette censure n'aurait pas lieu. Avant la dissolution, il disait que cette dissolution n'aurait pas lieu. Et juste quand même pour vous dire, ce n'est pas juste la France insoumise en ce moment qui dit que Emmanuel Macron doit partir. C'est Charles de Courson, rapporteur général du budget. David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Il a un peu précisé quand même sa position. Il dit qu'il devrait partir dans quelques mois, au moment où on refera aussi des législatives, parce que ça peut pas être d'avoir une présidentielle vous maintenant. Bien que le président de l'Association des maires de France qui dit ça, c'est quand même assez incroyable. C'est Monsieur Copé, vous l'avez cité à l'instant, et même Monsieur Barouin, vous savez, dont on parle actuellement comme étant un des noms. Mais c'est une vraie question, soit dit en passant. S'il y avait une présidentielle maintenant, Mathilde Panot, comment on gouverne à la suite d'une présidentielle qui aurait lieu là dans 35 jours? Surtout comment choisir le candidat? Alors, comment on gouverne? D'abord, première chose, comment on gouverne? Parce que l'Assemblée ne bougerait pas. Alors, l'Assemblée ne bougera pas. Alors, première chose, l'Assemblée nationale ne bouge pas.
Première option. Nous avons une majorité pour faire passer l'abrogation de la réforme des retraites, première chose. Nous avons une majorité pour faire les prix rémunérateurs pour les agriculteurs et avec l'encadrement des marges pour la grande distribution et les industriels. Nous avons une majorité sur un certain nombre de textes. C'est ce que nous avons d'ailleurs montré. Avec le RN, on est d'accord. Avec les députés qui composent l'Assemblée nationale. Oui. Non, mais donc, les députés RN. Excusez-nous, mais ce n'est pas nous qui gouvernons avec l'extrême droite. C'est ce qu'ont fait les macronistes. Donc maintenant, ce petit argument, on va arrêter. Je vous dis juste pendant le budget. Je vais donner une information qui est quand même importante, puisqu'on ne cesse de répéter que nous serions alliés au Rassemblement national. Pendant le budget, il se trouve que EPR, donc Ensemble pour la République, le groupe macroniste principal, a fait 55% de ses votes avec le Rassemblement national, souvent pour barrer la route à des propositions du Nouveau Front populaire. Quand le Nouveau Front populaire a fait seulement 8% de ses votes avec le Rassemblement national. Donc maintenant, cet argument suffit. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il semble possible, par exemple, de faire un référendum au titre de l'article 11 pour, par exemple, changer le mode de scrutin, ce qui permettrait là aussi de revenir aux urnes sur les législatives. Mais surtout, je vais insister sur un point. Non seulement tout le monde est en train de comprendre que nous avons un problème qui s'appelle Emmanuel Macron et que donc, pour sortir positivement de cette situation, il faut revenir aux urnes puisque le peuple est la solution. Mais je crois qu'il est aussi temps de mettre la Ve République à la retraite et d'aller vers une assemblée constitutionnelle. Mais c'est pas les institutions. Où, justement, on puisse réécrire les règles du jeu. Comment obtenez-vous la démission d'Emmanuel Macron qui ne veut pas démissionner? Comment vous savez, la situation va obliger à force. Mais pourquoi vous dites ça? Mais dites-moi comment est-ce qu'il va continuer à pouvoir avoir un Premier ministre qui saute tous les 2 mois, 3 mois. Pourquoi vous pensez que le Premier ministre va sauter tous les 2 mois, puisque tout Parce que c'est le résultat des élections législatives. Et je vais même vous dire un peu plus loin. Je vais vous dire nous avons présenté notamment une procédure de destitution du président de la République sur le fait qu'il ne respecte pas le résultat des urnes, ce qui devrait horrifier tous les démocrates et les républicains de ce pays. Première chose. Mais deuxième chose, des choses se rajoutent entre-temps. Et notamment, par exemple, puisque nous, on nous fait souvent des leçons de forme. Lorsque je vois un président de la République qui insulte le peuple frère haïtien en disant que les Haïtiens sont complètement cons, eh bien, ce n'est pas digne d'un président de la République. Et donc, je dois vous dire, quand je vous disais tout à l'heure sur la question de la presse étrangère, qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République qui n'est plus garant de son rôle constitutionnel. C'est votre jugement à vous. Nous faisons ce qui est possible en termes de démocratie. La procédure de destitution, elle ne marche pas. Dans la Constitution. Donc, vous allez quoi? Vous allez mobiliser la rue? Vous allez... ça, il n'y a pas besoin de nous pour le faire. Nous sommes en appui aux mobilisations qui se font. Il se trouve qu'il y avait des grosses manifestations des fonctionnaires jeudi dernier face notamment aux 1,2 milliard qu'on veut leur enlever, aux 3 jours de carence, aux services publics qui ont été saccagés sous Emmanuel Macron. Et il se trouve qu'il y a une autre date. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à y aller. C'est le 12 décembre où il y a déjà plus de 100 points de manifestation ou de soutien à des luttes de salariés qui sont indiqués un peu partout dans le pays, à un moment où il y a des plans de licenciement comme jamais dans ce pays, qui est là aussi le bilan de la politique. Vous pensez qu'on est à la veille d'un mouvement social extrêmement important? Oui, je crois qu'il y a une souffrance terrible dans ce pays et que effectivement, quand vous voyez les taxis qui manifestaient cette semaine, les agriculteurs qui ne cessent de manifester, notamment avec le passage en force notamment contre ceux qu'on censurait en disant que c'est scandaleux d'avoir censuré. Oui, enfin dans le budget, on peut aller là-dessus. Dans le budget, il y avait 400 millions en moins pour l'agriculture. Il se trouve que dans notre budget que nous avions fait, il y avait 830 millions en plus, et que donc si on avait accepté le budget NFP compatible, il y aurait 830 millions en plus. Mais surtout, la France là aussi s'est fait humilier par la voix de von der Leyen, qui a été signée le plus grand accord de libre-échange jamais signé par l'Union européenne. On va y revenir, Mathilde. Mais là, tout le monde s'y oppose en France. J'avais juste une dernière question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours le candidat naturel s'il y a présidentielle anticipée? Oui, je crois que c'est non seulement le mieux placé, celui qui a l'expérience et la force de conviction pour mener quelque chose qui, quand même, est difficile lorsque vous arrivez dans un moment international et national aussi chaotique du fait de la politique d'Emmanuel Macron. Et je redis juste que vous savez peut-être combien de temps il y a entre une démission possible d'un président de la République et l'organisation d'élections. Il y a 35 jours. 20 jours au minimum ou 35 jours au maximum. Ouais. Donc je vais vous dire que oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon est un excellent candidat. Il y a une enquête
du temps, je ne comprends pas le fait que ce soit 20-35 jours. On va dire que, par exemple, tous ceux qui prônent, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais des primaires ou des discussions de je ne sais quoi, là... François Hollande, il a l'habitude des campagnes aussi, on pourrait très bien considérer que... Oui, et c'est justement du fait du mandat de François Hollande qui, pour le coup, a créé beaucoup de dégoût chez des gens sur la trahison de la parole donnée, que nous sommes dans une situation qui est compliquée. Et donc, je crois que non, François Hollande ne sera jamais mon candidat. Le fait que les gens... celui de la candidat de la gauche. Les gens aient peur. Vous venez de parler des faillites d'entreprises. Oui. Où déjà, on a cru comprendre quand même, y compris c'est le cas au Rassemblement National où on pense ça, au Parti Socialiste, partout, que les gens commencent à avoir peur et qui se disent que si on vote la censure systématiquement, on risque de faire chuter le pays et d'être irresponsable. Est-ce que vous sentez ça quand vous rencontrez des gens, et est-ce que ça vous inquiète qu'à un moment donné on se dise, non pas une compromission, mais un compromis pour un peu de stabilité? Vous voyez, on dit le Rassemblement National, mais il aurait suffi de 40 socialistes pour ne pas voter la censure pour que Michel Barnier tienne. Est-ce que vous n'êtes pas Sachant que je voudrais rajouter un chiffre, peut-être quand même, une enquête Fracture Française qui est sortie cette semaine, réalisée par Ipsos pour Le Monde, la Fondation Georges Jaurès, le CIPOF et l'Institut Montaigne. 63% des Français jugeraient LFI dangereux pour la démocratie. Est-ce que quand même ça vous fait un peu réfléchir ou pas? Là, vous posez plein de questions en même temps, donc je vais d'abord répondre à la question qui était posée, ensuite on pourra y revenir. Moi, je vais vous citer 2 autres sondages. 64% des Français sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron après la chute du gouvernement Barnier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous regardez là aussi dans les enquêtes d'opinion qui sont faites, plus de 50% des Français, donc un Français sur 2, se dit soulagé que le gouvernement Barnier soit tombé. Ensuite, sur l'inquiétude, il y a une première chose. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait une inquiétude très forte dans le pays, notamment puisqu'il y a eu des démagogues de peur qui ont agité tous les chiffons rouges pour montrer que si le gouvernement Barnier tombait, le soleil ne se lèverait plus, il y aurait des rivières de sang. Bon, le gouvernement Barnier est renversé et le soleil s'est levé. C'est pas des sauterelles. Ce qui est dit sur le fait, notamment par une ancienne première ministre qui dit les cartes vitales ne fonctionnera plus au 1er janvier, tout ça n'a aucun sens. Donc je vais vous dire, tout ça, et je comprends que ça inquiète les acteurs économiques. Mais même les socialistes disent on se fait engueuler sur le terrain parce qu'ils comprennent moi, pas... j'étais sur le terrain aussi, et moi, les gens nous disent plutôt merci d'avoir fait tomber un gouvernement qui voulait faire le budget le plus violent jamais vu de la Ve République. Il va y avoir un budget. La semaine prochaine, nous allons discuter d'une loi spéciale. Cette loi spéciale permet de prélever les impôts, de payer les fonctionnaires, bref, qu'il y ait une continuité de l'État. Vous la voterez ? Oui, je pense qu'on la votera. Il n'y a aucune raison qu'on ne laisse pas la continuité de l'État se faire. Et ensuite, il y aura de nouveau des discussions budgétaires, probablement début janvier, qui soit reprendront la copie qui a été laissée par M. Barnier, qui est extrêmement mauvaise, mais que nous avions beaucoup améliorée, ou alors repartira d'un nouveau budget, d'une nouvelle discussion budgétaire. Dans tous les cas, non, il n'est pas vrai que 18 millions de Français paieront plus d'impôts. Non, il n'est pas vrai que les fonctionnaires ne seront pas payés, que la carte vitale ne fonctionnera plus, etc. Plusieurs choses sur les impôts. Un budget. Ça sera rectifié, mais dans un premier temps, sur les impôts, il y aura des gens qui rentreront, qui seront imposables, qui ne l'étaient pas, et d'autres qui paieront plus. Alors déjà, c'est en mai, Madame Saint-Cric, donc ça, c'est la première chose. Donc il y aura un budget d'ici là. Et entre-temps, nous, avec notamment Éric Coquerel, pour s'assurer qu'il n'y ait absolument aucun problème, nous sommes en train de déposer un amendement qui, je l'espère, sera recevable, qui permet de dire qu'il y aura une indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, sur lequel il y a une unanimité dans la classe politique sur cette question. On n'est pas sûr. Est-ce que je peux revenir quand même sur ma question? On n'est pas sûr, mais alors dites-moi. Non, sur cette enquête quand même, Fracture Française, est-ce qu'elle vous inquiète ou pas? Est-ce que ce chiffre vous inquiète de gens qui considèrent que le parti est dangereux pour la démocratie? C'est 63%, 50% jugent le RN dangereux pour la démocratie. Est-ce que tout simplement c'est un chiffre que vous regardez avec un peu d'inquiétude? Mais je vais vous dire, ceux qui sont dangereux pour la démocratie, aujourd'hui, nous avons sorti un gros document, qui est un document très détaillé, sur les 24 lois liberticides et contre l'état de droit qui ont été faits par M. Macron, sur les 24 49.3 qui ont été utilisés par M. Macron et ses gouvernements. Donc nous, ce que nous sommes, c'est des partisans de la 6e République, qui est de dire que nous voulons le pouvoir au peuple. Et notamment, par exemple, s'il y avait une des choses que nous proposerions, c'est de dire, dans la Constituante, nous, par exemple, nous voulons défendre le référendum d'initiative citoyenne défendu par les Gilets jaunes et le référendum révocatoire. S'il y avait un référendum révocatoire, ça permettrait de sortir par le haut de la situation dans laquelle nous sommes. Aucune remise en cause quand vous voyez ce chiffre?
Mais écoutez, nous sommes des démocrates, contrairement à Emmanuel Macron et contrairement à l'extrême droite qui ne supporte pas la démocratie. Vous pouvez expliquer comment Jean-Luc Mélenchon gagne face à Marine Le Pen, puisque c'est le match que vous voudriez organiser, alors qu'on voit bien que pour la droite, c'est un épouvantail absolu, Jean-Luc Mélenchon. Donc comment pouvez-vous garantir que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat de la gauche dans la situation actuelle? Vous savez, on ne peut rien garantir avant que les électeurs et les électrices aillent aux urnes. Mais je dis juste qu'à chaque fois, on nous explique que c'est impossible, qu'il n'est pas possible de faire des choses, qu'il n'est pas possible que nous emportions les élections législatives du 30 juin et 7 juillet dernier, et qu'à la fin, nous les avons emportées. Certes, avec une majorité relative. Les élections législatives, vous êtes arrivés en tête, mais vous ne les avez pas emportées dans la mesure où il n'y a pas de majorité. Si, nous les avons emportées, je ne laisserai pas l'histoire se faire réécrire. Je dis juste qu'il y avait 27 sondages qui donnaient tous, sans exception, l'extrême droite en tête. Mais quelle est la botte secrète de Mélenchon pour qu'il gagne face à Le Pen? Eh bien, je vais vous dire quelle est la botte secrète, c'est que nous avons un programme et que ce que nous disons, nous le faisons et nous nous y tenons. Voilà ce qui est différent de tout ce que est proposé ailleurs, c'est que nous, le programme, qui est un programme extrêmement détaillé, et que c'est sur ce programme et c'est ce programme-là que nous voulons présenter à la candidature. Voilà. Je voudrais vous faire écouter 2 témoignages. Que le nouveau Front Populaire est mort et que vous, maintenant, vous êtes sur Non, le nouveau Front Populaire continuera quoi qu'il arrive. J'ose espérer que les socialistes reviendront à la raison, mais le nouveau Front Populaire continuera quoi qu'il arrive. Vous savez, le nouveau Front Populaire a un programme de rupture, qui est un programme de gouvernement sur les 100 premiers jours d'un gouvernement. Il reste toujours valable. Et l'espoir qui a été suscité en juillet, non seulement de priver l'extrême droite du pouvoir, mais de montrer qu'il était possible de vivre autrement dans ce pays, eh bien cet espoir persiste toujours chez des millions de nos concitoyens et concitoyennes. Mathilde Panot, je voudrais vous faire écouter 2 petits témoignages quand même avant qu'on continue. Des agriculteurs, un éleveur de chèvres et un responsable de la FDSEA. C'est une trahison parce qu'aujourd'hui les députés ne nous représentent pas. Il y a 6 mois c'était avec la dissolution, là le Premier ministre qui se fait censurer. Non, pour nous c'est insupportable. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils ne soient pas juste venus nous faire les yeux doutes sur l'autoroute l'année dernière, enfin au printemps, mais qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils nous aident une bonne fois pour toutes. La FNSEA qui a dénoncé une censure qui les prive des mesures d'urgence ou encore du nouveau mode de calcul plus avantageux pour les retraites. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces agriculteurs dont certains, je le disais, ont emmuré certaines permanences ou déposé du fumier devant ce week-end encore? Alors je leur dis, première chose, qu'il ne faut pas se tromper de colère, notamment parce que, je le rappelle, dans le budget prévu par M. Barnier, il y a 400 millions en moins pour l'agriculture. Ça c'est la première chose, alors que nous avions fait voter d'autres mesures. Ensuite, moi, je comprends une colère qui s'exprime depuis maintenant longtemps, sur lequel le gouvernement aurait pu sortir des aides d'urgence tout de suite. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise sanitaire très forte, notamment sur les ovins, avec des troupeaux qui se font décimer, et sur lequel la France n'a fait ni indemnisation des éleveurs, nous ne produisons plus le vaccin, puisqu'il est maintenant produit en Espagne, et n'a pas fait d'achat groupé pour l'Espagne. Donc, tout ça conduit à une politique qui a mené au fait que 10 000 fermes ont disparu chaque année depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, depuis même 10 ans, qu'il y a toujours un paysan qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays, et que nous sommes face à une absence totale de politique d'aide, notamment sur les prix garantis rémunérateurs dont je parlais tout à l'heure. Vous rajoutez là-dessus le Mercosur, alors là, c'est la catastrophe assurée. Donc, il y aura un budget en janvier, et dans lequel les mesures d'urgence dont on parlait seront mises dedans. À condition qu'il n'y ait pas de censure, de nouvelles censures. Oui, enfin, dans tous les cas, la France aura un budget. Je veux dire, la France aura un budget, et pour le coup, il y a des mesures d'urgence qui sont possibles de prendre. Alors vous incitez les socialistes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à revenir à la raison. D'abord, ma première question, c'est, et les écologistes, vous trouvez qu'eux, ils sont recto, il n'y a pas de problème? Ça peut faire une réponse rapide, hein. C'est-à-dire que votre problème majeur, c'est avec les socialistes. C'est-à-dire que les écologistes ne vont pas aussi loin que ce que disent les socialistes. C'est-à-dire que, par exemple, les écologistes ne renoncent pas à l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ils vont quand même à l'Élysée. Mais ils ont tout à fait le droit d'aller à l'Élysée. Je dis juste que c'est chimérique. Vous savez, les écologistes, ils ont sorti cette semaine 11 points pour d'accords qui pourraient être faits de base de discussion. Le premier point, c'est l'abrogation de la retraite à 64 ans. Bon, eh ben, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a redit encore hier, c'est une ligne rouge pour eux. Alors, Bayrou
on parle beaucoup de François Bayrou comme PM. Et Emmanuel Macron et son entourage disent qu'il faut aller vite. Si vous avez un François Bayrou qui se présente, qui nous arrive la semaine prochaine, vous direz quoi? Vous direz que c'est comme la droite? Je rappelle quand même que François Hollande a voté pour lui en 2012, mais c'est peut-être pas une référence pour vous. Est-ce que pour vous, c'est comme si c'était Michel Barnier, ou est-ce que vous dites finalement c'est le centre, et avec le centre, on peut éventuellement peut-être pas participer, mais un soutien ou sans participation? Est-ce que vous trouvez que c'est la même chose? Bref, l'ultimatum au Parti socialiste de revenir à la raison, c'est pour quand? Faut aller vite là. Alors, première chose, on peut avoir des appréciations différentes des personnalités politiques, y compris, je n'ai pas la même appréciation, par exemple, de M. Bayrou ou de M. Retailleau ou d'autres, M. Daragon et d'autres qui tiennent des propos qui sont ouvertement tirés de l'extrême droite, qui se font même applaudir par l'extrême droite, voilà. Mais je le dis, il n'est pas possible et envisageable pour nous de continuer d'une manière, de quelque manière que ce soit, la politique macroniste. Ce n'est pas possible. Cette politique a été battue. Ouais, dès qu'on fait quelque chose, vous dites, dès qu'il faut quelque chose, vous dites, c'est d'accord, mais excusez-nous, mais bah oui. Monsieur Bayrou n'est pas dans pas dans l'arc macroniste. Quand on baisse pas les prix de l'électricité, c'est pas du macronisme, ça en est. Oui, nous avons fait voter. De dérembourser les médicaments, c'est du macronisme. D'accord, mais nous avons fait voter à l'Assemblée nationale, par exemple, la suppression totale de la taxe sur l'électricité. Donc on peut très bien le faire voter avec n'importe. Nous non plus, nous n'aurions pas augmenté. Je vais même vous dire, nous on aurait protégé les Français, notamment avec un blocage des prix et le retour des tarifs réglementés qu'on aurait élargi. Donc vous pouvez pas me dire le moins pire. Oh là là, c'est le moins pire, donc on va faire ça. C'est pas ça la démocratie. Hein. La démocratie, c'est à chaque moment, il y a des projets politiques et il reste toujours des alternatives. Voilà ce que nous proposons. Si ou Lucie Castet ou le départ de Emmanuel Macron, ça fait pas beaucoup comme alternative. Ah bah oui, mais ça laisse une alternative à Emmanuel Macron entre deux choix. Et ensuite, lors du retour aux urnes, eh bien, les Français et les Françaises auront le choix entre différentes politiques à mener, encore une fois, sur un programme. Est-ce qu'ils veulent le partage des richesses, l'augmentation des salaires, l'abrogation de la retraite à 64 ans, de l'investissement dans la bifurcation écologique, ou est-ce qu'ils veulent continuer avec l'extrême marché, ou encore pire, avec l'extrême droite? Ce sont des grands choix, c'est ça une démocratie. On suivra en tout cas avec attention les consultations demain qui vont se poursuivre à l'Élysée. Merci beaucoup Mathilde Panot.